Jean-Pierre Colombiès, bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu, Mhm. mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors je vais synthétiser, parce que j'ai une carrière qui a été relativement, alors pas très très longue, mais très diversifiée, puisque j'ai essentiellement travaillé dans des services judiciaires, au 36, au Quai des Orfèvres, dans la brigade des stupes, ensuite au SRPJ de Marseille, en brigade des stupes encore et en brigade criminelle. Ensuite j'ai été à la sûreté urbaine de Marseille, chef d'une unité spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols, et les violences aux personnes, notamment donc tout ce qui était violence dans les cités notamment, et puis avec un retour ensuite en région parisienne, à Neuilly d'abord, Boulogne, l'état-major des Hauts-de-Seine à Nanterre, et puis une délégation syndicale pendant 3 ans, de 2012 à 2016, à peu près 2015, à peu de choses près. Pour finir en DESPAP à Paris 16, très peu de temps, puisque j'ai pris la décision de quitter la police nationale en 2018 pour continuer ou m'attaquer à une carrière que j'avais, enfin du moins une carrière, un parcours que j'avais déjà en tête, qui était celle du théâtre, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau du jeu. Et depuis, entre-temps, j'ai rencontré des gens de l'UPNI, qui est une association de policiers en colère. C'est d'ailleurs la seule association de policiers en colère qui subsiste à nos jours. Et je suis devenu leur porte-parole parce qu'étant à la retraite, j'avais désormais une liberté de parole que eux, policiers d'actifs, n'avaient pas. Et voilà. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui devant vous, entre autres. Ok. Donc, Jean-Pierre Colombiès, vous connaissez bien la situation dans la police. Mhm. Et alors, dernièrement, on a vu ces images assez hallucinantes de la police judiciaire de Marseille qui a fait cette haie d'honneur pour recevoir Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors vous appelez ça haie d'honneur, moi je dirais haie d'horreur. Haie d'horreur dans la mesure où, à l'évidence, la réforme est loin de faire l'unanimité au sein même des personnels de police, ce qui est la démonstration que on n'a pas fait qu'une mauvaise explication de texte du projet, mais que tout simplement ça ne correspond pas à la philosophie même de l'institution judiciaire, de la police judiciaire. Que veulent-ils faire? Ils veulent tout simplement mettre les services de la PJ, au sens noble du terme, c'est-à-dire que la PJ qui se dissocie jusqu'à maintenant de la sécurité publique, ils veulent mettre cette institution qui fonctionne en étroite collaboration avec les magistrats, que ce soit les magistrats du parquet ou les magistrats de l'instruction, sous l'autorité d'un seul et même directeur, le DDPN, le fameux DDPN, qui lui-même vient chercher ses ordres auprès du préfet. En d'autres termes, on mettrait toute l'institution judiciaire sous l'autorité, sous le marteau de l'administration et donc directement du ministère de l'Intérieur, ce qui est une pierre jetée dans le jardin de la magistrature, c'est évident. Ça, c'est l'idée de base. Donc, l'idée de base, en fait, c'est de mettre la police judiciaire au service de l'exécutif. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est un non-sens, enfin, de mon point de vue, du point de vue de ceux qui connaissent le fonctionnement des services de police. Ce dont a besoin l'institution de la PJ, avec un grand P et un grand J, si vous voulez, c'est d'être très autonome, d'être très indépendant. Non pas parce que ça leur fait plaisir d'être indépendants, mais ça signifie qu'ils sont libres de la direction, de l'orientation donnée aux enquêtes. Notamment, il faut le dire, notamment aux enquêtes financières, qui nécessitent je dirais un rapport direct et permanent avec la magistrature et qui nécessitent surtout du temps. Du temps et de l'indépendance. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur des dossiers financiers où vous avez de fortes chances de tomber sur des personnalités de haut niveau. Je parle des gros dossiers financiers. Je ne parle pas des petites escroqueries sur Internet ou des chèques volés, enfin ce genre de choses-là. On parle des gros dossiers, ceux dont on a entendu parler dans les médias. Je pense à l'affaire Cahuzac, je pense à l'affaire Balkany, entre autres. Il y en a d'autres. Mais ces affaires-là ne se sont pas faites en claquant des doigts. On n'a pas mis une semaine, 15 jours pour les traiter. L'affaire Balkany, on a mis des années pour sortir les dossiers parce que le système était intelligemment structuré par un système de société écran, de prête-nom. Donc si les services d'investigation n'ont pas le temps nécessaire pour lancer et avoir des résultats, notamment sur des résultats de réquisition, vous êtes coincé. Si on vous donne, c'est ce que vous voulez faire Dupond-Moretti, c'est-à-dire mettre un temps donné pour que les investigations préliminaires soient effectuées. Ce serait du sabotage en règle, puisque si vous limitez par exemple à 1 an ou 2 des investigations financières, vous tuez le cœur même de ce genre d'enquête. Non mais là, j'hallucine. Ils veulent faire ça.
Mais bien sûr, mais c'est pas d'aujourd'hui. Bon, là, il se trouve qu'on est confronté à deux personnages un peu particuliers, Darmanin, enfin trois même, Dupond-Moretti et Macron. Ces trois personnages-là sont très ambigus, très particuliers. Mais la volonté de mettre l'institution judiciaire, plutôt de maîtriser l'institution judiciaire, ne date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je vais rappeler l'affaire Urbain, Graco, dans les années 80, lorsque la PJ Marseille avait tiré un fil d'Ariane qui avait amené, qui avait révélé plutôt les modes de financement occulte du Parti socialiste à l'époque. Donc il y a très rapidement eu un regard noir des institutions politiques vers le judiciaire, trop indépendant, trop libre. Et cette peur, cette crainte du politique d'être dépassé par des petits enquêteurs de PJ, ils n'ont eu de cesse que de vouloir la maîtriser. Et ce à quoi on assiste, c'est un peu l'acte final d'une évolution qui date depuis des années. Faut se rappeler, Sarkozy, qui a très rapidement mis les avocats dans la boucle de la procédure judiciaire pour un premier entretien avec un gardé à vue. Et là, il y a l'arrière-pensée de vouloir mettre dans les pieds des enquêteurs une nouvelle complexité procédurale en voulant imposer l'avocat lors des perquisitions. Donc tout ça est fait pour ralentir, pour mettre des boulets aux pieds des enquêteurs et donc de la justice. Il n'y a pas de Vous savez, la police n'a pas d'amis. Ça, c'est pour moi un postulat de base. Il faut vraiment que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, le comprennent. La police n'a pas d'amis. Voilà, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, et vraiment pour tout le monde. Tous les partis qui ont été au pouvoir n'ont eu de cesse que de maîtriser l'appareil judiciaire. Parce que les uns et les autres mettent les doigts et les mains dans le pot de confiture. Cahuzac appartient à un gouvernement de gauche. Thévenoud, le député, appartient lui aussi à un courant de gauche. Le monsieur qui était allergique à la procédure administrative et qui donc ne payait ni ses amendes ni ses impôts. Et on en a pour tout le monde. Et la droite, bien évidemment, a son lot de corruption et de corrompus. Balkany, Sarkozy, ces gens-là aiment bien que la loi les oublie. Et le seul rappel de la loi pour ces autorités politiques, là, c'est la PJ. La PJ sous les ordres, sous les instructions, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Donc vouloir casser ça et transférer ce contrôle, il y aurait quand même un contrôle binaire, il y aurait quand même un visu des magistrats sur le travail des OPJ, puisque les OPJ travaillent sous l'autorité directe des magistrats. Mais là, on parle en termes d'objectifs et de gestion des stocks, quelque part, de gestion des dossiers. Dès lors que vous transférez ça vers l'autorité administrative, vous avez toute possibilité, à un moment donné, pour bloquer la procédure pénale. Donc c'est extrêmement dangereux. Moi, je considère, à titre, c'est mon opinion, mais je ne suis pas le seul à le penser, fort heureusement. Monsieur Molins a dit exactement la même chose. Il y a un risque de déséquilibre des pouvoirs, de l'exercice du pouvoir, de la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'administratif, le politique. Ce qui est très dangereux pour une démocratie. Il faut parler clair. Non, mais c'est une dinguerie, là, ce que vous dites, Jean-Pierre Colombiès. C'est une dinguerie. Pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi Ah si, ça se sait, ça se dit, mais ça se dit à mot couvert. On l'a découvert avec cette vidéo sur Internet, quasiment, Non. Il y a cette volonté de... Je veux dire, elle est dénoncée par beaucoup. Moi, du temps où j'étais syndicaliste, je le dénonçais aussi. D'autres l'ont dénoncé, mais vous savez... Mais je vous dis qu'on est extérieur à la police. Oui, c'est compliqué. Oui, parce que c'est compliqué de l'analyser, ça. C'est compliqué. Faut bien savoir que tous les politiques ont alourdi le travail de la police judiciaire sous le couvert d'une rhétorique totalement hypocrite en justifiant l'alourdissement de la procédure par une meilleure défense des libertés publiques. Ça a été le gros cheval de Troie, ça c'est la grosse escroquerie sémantique des réformes policières. À chaque fois, on vous a dit « Ah oui, mais vous savez, on alourdit la procédure, on permet aux gardés à vue d'avoir un avocat, un médecin et l'avis à la famille pour préserver les libertés publiques. » Ce qui est un mensonge éhonté. C'est une possibilité surtout donnée aux copains d'avoir tout un arsenal pour se défendre et ralentir la procédure pénale. Et aujourd'hui, on a mis au pouvoir deux hommes, Darmanin et Dupond-Moretti, dans des registres très différents, qui sont les porte-flingues de cette politique. Je rappelle quand même que Darmanin était la petite main de Nicolas Sarkozy en son temps, dans sa grande jeunesse. Et sachant, comme je vous l'ai expliqué, que Sarkozy a alourdi volontairement le travail des OPJ, de la police, il n'est pas surprenant qu'il soit l'héritier de cette philosophie. Quant à Éric Dupond-Moretti, c'est à la fois quand même le monsieur qui a déclaré publiquement, c'est pas moi qui le dis, vous me l'accorderez, sur un plateau télé, qu'il était la dernière personne qu'il faudrait nommer au poste de ministre de la Justice et qui a toujours justifié ses axes de défense au moment des procès en acceptant l'idée de mentir.
Là encore, il l'a dit sur un plateau télé, dans les médias. Il a dit oui, le mensonge fait partie de l'arsenal à la disposition d'un avocat lors d'un procès d'assises, entre autres. Donc on met ces deux personnalités qui vont dans le même sens. Vous savez, on vous fait croire, on fait croire à l'opinion publique que ces deux personnages ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. C'est du guignol. On va se dire les choses. C'est du guignol. Ces deux hommes s'entendent parfaitement bien. Ils ont le même objectif, le même but, la maîtrise du processus judiciaire. Ils n'ont pas d'autre objectif. C'est tout. Donc faire croire que l'un et l'autre, on serait presque venus aux mains, non, mais ça c'est pour la galerie. Vous savez, c'est comme ces combats de boxe où avant un combat, on a la pesée, où on a les deux champions qui font semblant de se chamailler pour faire monter l'audimat et pour faire monter les paris au bénéfice de l'un et de l'autre. Ben là, c'est la même chose. On fait croire que ces deux individus ne s'entendent pas alors qu'ils s'entendent comme larron en foire. Je veux dire, Éric Dupond-Moretti a défendu des proches de Nicolas Sarkozy et donc de Darmanin, a des amitiés très particulières. Je signale l'affaire de Monaco qui l'a amené à vouloir régler son compte au juge Levrault à Monaco, sachant que Éric Dupond-Moretti avait des liens avec certains oligarques russes. Enfin, je veux dire, et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne ne demande à ce monsieur les yeux dans les yeux, à part Mediapart, monsieur Éric Dupond-Moretti, d'où vient l'argent qui vous a permis d'acheter une Maserati avec 100 000 euros en espèces. Vous faites ça en France, vous allez en prison, quoi. Et tout est à l'encan. Gérald Darmanin, c'est un peu la même chose dans une autre dimension, à un autre degré. Ce monsieur n'hésite pas à mentir. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui nous justifie sa réforme comme étant la réforme des réformes de la police judiciaire et qui devra en augmenter le potentiel opérationnel. C'est faux. C'est un mensonge. Quand il dit que demain, les services judiciaires bénéficieront du renfort de 20 000 OPJ, c'est un mensonge. Parce qu'ils ne font pas le même métier. Il faut le savoir. Les OPJ en brigade judiciaire, en ex-SRPJ, ne font pas le même métier que les OPJ de commissariat, par exemple. Ils ne traitent pas le même niveau d'affaires, c'est pas la même densité. Il y a ce qu'on appelle le traitement massif des affaires en petits judiciaires dans les commissariats et les sûretés, les DPJ. Et puis vous avez les gros dossiers, les dossiers qui nécessitent du temps, comme je vous le disais, du temps et des moyens. Et ceux-là ne peuvent pas travailler en synergie, c'est pas possible. Et faire croire qu'ils ne communiquent pas est aussi un mensonge. Or, nous avons un monsieur, qui est ministre de l'Intérieur, qui, lui, noie littéralement ses interlocuteurs avec une masse d'informations. Il est très fort en rhétorique, Gérald Darmanin. Faut pas sous-estimer sa capacité à communiquer et surtout à noyer le bébé avec l'eau du bain. Or, il sait très bien, parce que il n'est pas idiot, loin de là. Il sait très bien que sa réforme n'a qu'un but, c'est la maîtrise du sujet. Mais comme il a en face de lui des gens qui ne connaissent pas le débat, oui, bien sûr, qui ne connaissent pas le sujet, ben, il peut dérouler. Il peut dérouler et en avant. Tout va bien. Donc ça rejoint ce que je vous disais sur l'alourdissement de la procédure. On a eu depuis des années un sabotage de la procédure pénale sous le couvert d'une rhétorique bien pensante. Et là, il nous fait pareil. Gérald Darmanin nous fait pareil. Il nous propose une réforme de la procédure, enfin pas de la procédure, de la réforme, justement, on va en reparler de la procédure, de la réforme du fonctionnement des institutions en disant à l'opinion publique, rassurez-vous, tout cela ira pour le mieux. C'est faux. C'est un mensonge. Mais ça ne gêne pas de mentir, hein. On a bien vu qu'il était capable de mentir face à la représentation nationale pour le match de la finale de la Coupe d'Europe. Et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est quand même ce monsieur qui, lorsque des manifestants sont photographiés, figés, images figées, lors d'une manifestation, parle de salut fasciste et donc de factieux. C'est gravissime d'avoir quelqu'un qui, les yeux dans les yeux, vous raconte une contre-vérité ou une vérité qui est la sienne, qui n'est pas la vérité universelle, et le fait avec, je dirais, une assurance absolue. Il est très proche de Dupond-Moretti à ce niveau-là. Hein. Dupond-Moretti vous faire la même chose. Hein. Et Éric Arella dans tout ça? Éric Arella, il se trouve que moi je l'ai croisé dans ma carrière à Marseille, puisqu'il travaillait, il était l'adjoint de Frédéric Vaux. Frédéric Vaux, à l'époque, à Marseille, dans les années 90, était chef de la division proxénétisme stupéfiant, et Éric Arella faisait partie d'un de ses deux adjoints. Donc ils se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble. Et donc il a été limogé dernièrement suite à cette manifestation de policiers à Marseille. Pour le pouvoir, la manifestation qui a eu lieu à Marseille, elle est inacceptable. Il faut le comprendre. Que des effectifs du terrain contestent la grande réforme, que vous êtes le seul, c'est ce que dit Gérald Darmanin, il est le seul à la porter il veut la porter jusqu'à son aboutissement. C'est pas acceptable d'avoir des fonctionnaires de police qui, sur le terrain, se rebellent. C'est ça le contexte, hein, c'est que vous avez des effectifs qui vous disent publiquement, ils diffusent des images et qui vous disent votre réforme, on n'en veut pas, elle la veut pas, on n'en veut pas non pas parce que c'est pas bon pour notre confort, on n'en veut pas parce que c'est contre-productif pour notre efficacité.
C'est ça le message. Or, c'est inacceptable, donc il faut des exemples. Ce gouvernement gouverne depuis 5 ans par la peur. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faudrait qu'il fasse un petit stage quand même. Le discours macronien, le discours de ceux qui sont à son service est toujours le même. Il faut faire peur. Donc là, ils n'hésiteront pas, par exemple, à prendre des mesures de rétorsion contre les effectifs, il faut le savoir. Les effectifs de terrain qui ont manifesté, quand ils seront identifiés, seront sanctionnés. Ah oui. C'est évident. Mais ils ont manifesté dans toute la France, leur solidarité. Oui, par solidarité, mais il faut faire des exemples. On est comme en 1917. Là, vous avez des révoltés, vous avez des gens qui vous disent que c'est pas bien ce que vous faites. Il va falloir faire des exécutions. Alors, on ne fusille plus, mais on sanctionnera. On fera passer certaines personnes devant le conseil de discipline. On a blackboulé Eric Arella, qui est le chef de ces unités. On va le considérer comme responsable de ce carnage médiatique. Et on va nommer quelqu'un qui sera un bon serviteur de l'État, si vous voyez ce que je veux dire. Qui ne bougera pas une oreille, parce qu'autrement, il lui arrivera la même chose. Ce qui est navrant dans cette histoire, je veux dire, sincèrement, c'est pas, moi, je trouve ça légitime et sain que des gens, des policiers, se comportent en citoyens républicains. Pour moi, c'est une expression qui est la plus belle expression d'un esprit républicain. Le problème, c'est que ces gens-là ont une hiérarchie, que cette hiérarchie s'accommode de tout. Donc, on va nommer quelqu'un qui, lui, sera le petit doigt sur la couture et exécutera les missions, enfin, pas les missions, mais exécutera la mise en place de la réforme dans ces services. Il n'y a qu'un truc qui est dommage, c'est que le directeur de la PJ, effectivement, lui-même n'est pas démissionné. Parce que dès lors que vous mettez cette procédure, cette réforme en place, que vous cassez le pouvoir des directeurs PJ locaux, vous cassez le pouvoir du directeur central PJ. Et si cet homme ou cette femme, je ne sais pas s'il restera, s'il y en aura un autre, n'a pas le courage de démissionner, c'est qu'il valide la réforme qui va déstructurer, qui va tuer l'institution dont il était à la tête. Elle passera, cette réforme ? J'espère que non. J'espère que non, parce que quel est un fondement ? Mais elle n'a pas de fondement. L'argumentation de Darmanin ne tient pas. Donc il ne faut pas qu'elle passe. Il ne faut pas qu'elle passe. Le problème, c'est que Emmanuel Macron a la chance cynique de ne pas avoir de contre-pouvoir. Le Conseil d'État ne fait pas son job, ou de manière, je dirais, anecdotique. Le Conseil constitutionnel, pas plus. On l'a vu qu'à chaque fois qu'il était saisi, il était dans le sens du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. À l'Assemblée nationale, il y a quand même 2 oppositions. Aujourd'hui, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner avec la réforme des retraites. Mais par rapport à la sécurité, dans le domaine sécuritaire, c'est le balai de l'hypocrisie. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas une seule voix qui va dans le même sens. Et j'attends de voir. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Peu de gens savent de quoi on parle en matière de procédure et de code de procédure pénale. Ils ne savent pas, très peu. Et quelques magistrats, des avocats, enfin bon, ils n'ont pas la fibre judiciaire. Donc, elle peut passer, mais si elle passe, ce sera nécessairement en force. Et je le précise et j'appuie là-dessus, au préjudice de l'opinion publique et de la population. Il faut vraiment intégrer ça. Il y a pas cette réforme ne va pas dans le bon sens, d'accord ? Quand on vous fait croire, il faut en parler, que ça aidera à lutter contre le trafic des stupes. Enfin, quand j'entends ça, je me dis mais qui est crétin ? Celui qui écoute ou celui qui tient ce discours ? Parce qu'on va être très clair, ça n'est pas cette réorganisation qui permettra de lutter contre le trafic de stupes. Là, je vous le dis les yeux dans les yeux. Le trafic des stupes ne peut pas être réglé uniquement par, je dirais, un axe sécuritaire. C'est impossible. Tout simplement parce qu'il y a trop de demandes, que c'est trop perméable et qu'on a réduit considérablement les effectifs des unités qui avaient en charge la lutte contre le trafic des stupes. Mais plus globalement, les États, tous les États, se donnent bonne conscience en créant des brigades des stupes. Pourquoi ? Parce que c'est immaîtrisable. Tant qu'il y a une forte demande de consommation des stupes, qui est le signe d'ailleurs d'une société qui ne va pas bien. Quand vous avez une société qui consomme de plus en plus de produits stupéfiants, que ce soit du cannabis ou de l'héroïne, c'est qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une société qui est malade. Mais quand il y a cette forte demande, vous ne pouvez pas contrôler l'importation des produits stupéfiants, qui est massive. Genre, le Maroc produit une quantité de cannabis considérable, c'est le premier producteur-exportateur de cannabis. La cocaïne nous vient d'Amérique du Sud, ok. L'héroïne nous vient... Enfin, l'héroïne, il y en a plus quasiment. Elle nous venait d'Asie et d'Afghanistan. Pour autant, le pavot est encore produit en Afghanistan. Mais pourquoi on ne fait rien ?
Pourquoi on ne maîtrise pas? Parce que c'est un modèle, parce que les stupéfiants sont un facteur d'équilibre social, économico-social. Si vous supprimez la production de cannabis au Maroc, vous allez aller à la révolution directement. Ça produit tellement de richesses en local que le Maroc ne peut pas se passer clairement de production de cannabis. Si demain vous empêchez l'Amérique du Sud, ou si vous mettez le cours de la cocaïne au même niveau que le cours de la banane, ou inversement, si vous mettez les deux marchés à équilibre, vous ruinez l'Amérique du Sud. Et vous faites quoi? Vous avez une explosion dans un sous-continent. On a eu la paix en Afghanistan pendant un certain temps. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a laissé les seigneurs de guerre faire la récolte du pavot. Parce que c'était le premier producteur d'héroïne au monde. Voilà. Donc la drogue est à la fois un révélateur de l'état d'esprit d'une société, et c'est aussi un élément qui va réguler l'économie dans certains pays. Alors, si on voulait lutter efficacement contre la consommation de produits stupéfiants, il faut prendre tout ça en compte. Il faut prendre l'obligation de certains pays à produire, et il faut prendre en considération la demande très forte de ce genre de produits. Si vous ne considérez pas ça, ça ne sert strictement à rien. Et ce n'est pas les quelques dizaines de policiers qui sont en charge du trafic des stupes qui vont régler quoi que ce soit. Alors, toutes les annonces du ministère sur la casse des points de deal, c'est de la com', c'est pour vous, c'est pour les médias. Hein. Parce que quelle est la rhétorique du gouvernement sur cette réforme? Comment ils en arrivent à dire que cette réforme va permettre de lutter contre les stupes plus efficacement? Quel est le raisonnement? Des mots, rien que des mots, c'est-à-dire qu'ils considèrent que dès lors que tout sera fusionné, ça va donner plus d'impact, plus de force d'impact sur l'action policière, ce qui est un mensonge absolu. Gérald Darmanin disait devant la commission des lois, c'est faux de dire qu'on va affaiblir la PJ, au contraire, je la renforce par 20 000 OPJ nouveaux qui appartiennent à la sécurité publique. Sauf que ces OPJ de sécurité publique ne font pas le même métier. Tout simplement. Ils traitent ce que j'appelle la délinquance de masse au niveau des commissariats. Donc ils ont suffisamment de boulot à faire avec ça. Je parle de la multitude, de l'avalanche de petits dossiers que les services de proximité doivent gérer. Des services qui ont des milliers de dossiers en retard, il faut le savoir, dans les commissariats. Ils sont noyés sous les dossiers. Et ils s'imaginent, ils veulent vous faire croire que l'adjonction de ces OPJ au bénéfice de la PJ va leur apporter quelque chose, une force supplétive. Ce qui est entièrement faux. Entièrement faux. Ils ne font pas le même métier. Quand vous travaillez en PJ, vous travaillez sur le long terme ou le moyen terme. Mais vous ne travaillez pas sur l'immédiateté. Et faire croire qu'il n'y aura jamais d'interconnexion entre les deux institutions, c'est un mensonge. Enfin, si vous n'avez pas compris que le gouvernement aujourd'hui, c'est l'institution, c'est du mensonge permanent, on n'a rien compris, quoi. Alors, vous parlez en fait implicitement des moyens dans la police. Et justement, je lisais tout à l'heure un article de Libération qui titrait que le manque de moyens dans la police est un mythe. Oui, je confirme. Je confirme, mais oui et non. Alors, c'est un mythe, ça dépend ce qu'ils entendent par moyens. Si on parle de moyens logistiques, camions, voitures, ce genre de choses, oui, c'est un mythe mais il faut relativiser le propos. Je ne suis pas certain que le gars qui a écrit cet article sache exactement comment ça se passe. Parce que quand vous annoncez, par exemple, l'achat de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2000 véhicules mis à la disposition de la police, vous dites, 2000 véhicules, c'est bien, c'est beaucoup. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est la ventilation de ces véhicules. C'est qui bénéficie de quoi. C'est comme un budget. Quand vous créez un budget, on vous annonce l'augmentation d'un budget de 100 millions d'euros. On vous dit, ce qu'a fait Dupond-Moretti pour la justice. Putain, ce pétard, c'est énorme, 100 millions d'euros. Enfin, il n'a pas dit ce chiffre-là, il en a dit un autre. Et après, ce qu'il faut voir, c'est la ventilation. Qui bénéficie de quoi? Des voitures dans les services de proximité, ça dépend où vous allez, ça dépend dans quel service, dans quel secteur. Paris, région parisienne, ça peut aller. En province, c'est une catastrophe. On a supprimé des commissariats, il faut le savoir. Mais le gros problème, et c'est assez intéressant, parce que il faudrait que l'article de Libération aille plus loin, c'est quels sont les moyens juridiques que l'on met à la disposition des services d'investigation. Et là, c'est là où on touche du doigt l'hypocrisie absolue. Gérald Darmanin ne parle pas une seule fois des moyens supplémentaires donnés à la procédure au bénéfice des enquêteurs. Parce que c'est là le cœur du métier. C'est ça la force de frappe. Au contraire, il a fait partie de ceux, et comme d'autres, qui ont voulu permettre à l'avocat d'être présent dans les perquisitions, ce qui est un sabotage en règle des procédures pénales. Il faut le dire, il faut le savoir. Là, j'assume totalement ce que je viens de dire. Si demain, vous permettez aux avocats d'être présents aux perquisitions, vous sabotez complètement la procédure. Donc, mettre des moyens, si on parle que d'argent, si on parle que de moyens physiques, ça limite le débat. Il faut aller plus loin, il faut parler des moyens donnés en termes de procédure, d'allègement de la procédure, d'allègement des process.
c'est-à-dire de tout ce qui est prise de plainte, prise des matériels des éléments qu'on retranscrive autrefois par papier, et transmission aux autorités judiciaires via des concepts qui ne marchent pas, par exemple. C'est-à-dire que le concept Cassiopée, qui était une passerelle pour transmettre les procédures des services de police à l'attention des magistrats, fonctionne très mal. Oui. Donc tout ça, on n'en parle pas, on en parle peu. Et je renvoie là encore au rapport de la Cour des comptes. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'institution policière est très clair. En substance, il dit que rien ne marche, enfin pas grand-chose, et qu'en tout cas, ça nécessiterait beaucoup plus de moyens. Par exemple, sur les moyens de la cybercriminalité, elle est sous-dotée. Il faut savoir que cette institution, ce segment de l'action policière est sous-doté. La formation n'est pas bonne. Elle est sous-dotée, elle aussi. On manque beaucoup de moyens quant à la motivation des policiers. Il faut les motiver, les gens. On recrute à 8 de moyenne aujourd'hui, quand même. Catastrophique, quand même. Et donc, crise des vocations, crise de la formation, et des moyens qui, effectivement, sont en déficit. C'est pour ça que je relativise le propos de Libération, parce que je ne sais pas de quel service il parle. Si on parle des services de maintien de l'ordre, par exemple, ils ont tout. Ils ont tout. On a acheté des véhicules neufs, on va les réapprovisionner. Donc, il y a plusieurs aspects de l'institution qu'il faut vraiment observer en cloisonnant les thématiques. Tout ce qui est maintien de l'ordre a été renforcé. D'ailleurs, Darmanin, toujours dans sa prestation devant la commission des lois, quand il parle du renfort des policiers, du recrutement de nouveaux policiers, il parle de quoi ? CRS et gendarmes mobiles, essentiellement, principalement. Tout le reste, sécurité publique, PJ, ça passe à l'as. Ça passe à l'as et ça passera à l'as, parce que c'est pas son sujet, c'est pas son souci. Le souci d'Emmanuel Macron, c'est la voie publique. C'est la gestion des mouvements sociaux. Et ça, la PJ n'est pas concernée par ça. Donc l'axe de renfort actuellement, aujourd'hui, des services de police, c'est les maintiens de l'ordre. Et eux ont les moyens, effectivement. Donc je ne sais pas si c'est d'eux dont parle Libération, ouais. C'est très probable, parce que pour le reste, c'est catastrophique. Sécurité publique, PJ, tout ça, c'est une institution au respiratoire artificiel. Et donc, ça fait, c'est des choses qu'on ne savait pas, qu'on ignorait. C'est du réalisme, tout simplement. C'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Vous avez des services de proximité qui ne sont pas en état de fonctionner normalement, qui sont noyés sous les dossiers, qui ne peuvent pas répondre à la demande essentielle d'une opinion publique, d'une population qui attend beaucoup de ces services de police. Donc, ça concerne l'accueil, la gestion des procédures, des process et le jour le jour, c'est le quotidien, ce qui importe essentiellement pour tout un chacun. Et il y a autre chose aussi qui... en tant que citoyen français est gênante, c'est l'idée qu'il y a une impunité. C'est-à-dire que les gens qui vont être pris pour des menus larcins vont être immédiatement remis en liberté sans... Alors il y a plusieurs choses. Là, ça dépend de qui on parle. Si on parle des mineurs, bon, bien évidemment, ils sont quasi systématiquement relâchés en fonction de la gravité de ce qu'ils ont commis. Mais on va pas rentrer dans les détails. Ce qui importe surtout, c'est pour quelles raisons il y a un sentiment de reproche envers la justice. C'est tout simplement, non pas parce qu'elle ne prend pas de décision, de bonne décision à l'encontre des délinquants, mais c'est tout simplement, et on ne dit pas assez, ou on le dit de manière très, très, je dirais, c'est vraiment à l'économie, c'est en matière d'exécution des peines. On revient toujours au même concept. C'est la capacité à incarcérer les délinquants. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement une problématique de philosophie de l'incarcération. Il y a eu longtemps, et encore jusqu'à maintenant, des magistrats qui n'ont pas envie d'incarcérer. Et il faut même justifier, quand des magistrats décident d'incarcérer des voyous, il faut le savoir, il faut qu'ils le justifient. Ils disent pourquoi ils l'ont condamné, mais pourquoi on va aller jusqu'à l'incarcération. Il faut le savoir, ça. Donc, il y a effectivement une philosophie qui est supérieure à la décision des magistrats, mais il y a aussi tout simplement la capacité à incarcérer le bon nombre de délinquants qui ont été condamnés. Donc c'est pas une justice qui est laxiste, c'est une justice qui n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout du processus. Si vous rajoutez à ça un manque endémique de personnel dans les cours, vous avez la réponse à toutes les questions. On manque de greffiers, il faut le savoir. Des greffiers qui sont sous-payés. Un greffier, en fin de carrière, gagne moins de 3 000 € par mois. Ça aussi, c'est une réalité. Là aussi, on a du mal à recruter, par exemple. On manque de magistrats. On manque de tout dans la justice. On a une justice qui est paupérisée au maximum, qui est clochardisée dans beaucoup de cas. Donc tout ça explique que la machine ne fonctionne pas bien.
ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Et ça fait quand même des années, ça fait bien 20 ans que le sujet est sur la table. Personne ne s'en est préoccupé. Alors là, en ce moment, Macron redécouvre la Vierge. Mais ce n'est pas en nommant des Dupond-Moretti et des Darmanin que vous allez prendre le problème à bras-le-corps, bien au contraire. Vous mettez en place les individus, les pires individus qui soient au pire moment, tout simplement. Mais le cœur du problème de la justice et de l'action de la justice, c'est l'exécution des peines. Ce n'est pas son fonctionnement, je dirais, philosophique dans les décisions qui sont prises. Et là-dessus, il y a beaucoup à dire, d'ailleurs, sur des discours très hypocrites qui sont tenus, je pense notamment aux agressions sexuelles et aux viols. Quand j'entends certaines associations qui dénoncent le peu de condamnations par rapport aux accusations, je dis là encore qu'elles n'y connaissent rien, que ceux qui disent ça ne connaissent rien à la procédure, qui est beaucoup plus complexe que ça. Ah oui. Ben, c'est pas parce que vous déposez plainte pour viol, par exemple, que vous êtes soit victime, soit qu'il y a un auteur de viol. On oublie qu'il y a la nature humaine entre deux. Moi, pas que moi, je n'étais pas tout seul. Nous étions quelques-uns à gérer ce type de problème très spécifique à Marseille. Tout n'est pas, je dirais, sincère. Il y a aussi une dynamique de règlement de compte qui est actuellement renforcée par des discours démagogiques qu'on n'a jamais connus. Je pense à Sandrine Rousseau, à Lise Coffin, je pense à toutes ces personnes qui sont d'une hystérie absolue contre le genre masculin et qui considèrent que toute personne qui dépose plainte pour viol ou agression sexuelle a nécessairement raison. Ou même si elle ne dépose pas plainte d'ailleurs. Même si, oui, voilà, c'est encore un simple tweet suffit. Hein. Oui, non, mais là, on est dans le surréalisme, là, on est dans le règlement, on est dans la calomnie, là, pour moi, à ce niveau-là. Hein. Enfin, on est dans un système de droit qui d'ailleurs préserve les droits de chacun, protège les uns et les autres. Si on commence à considérer que le fait d'aller publiquement dénoncer quelqu'un sur les réseaux ou sur un plateau télé ou sur un plateau de radio, ça suffit pour envoyer quelqu'un en prison, on a changé de système. On est dans le règne de la calomnie, de la diffamation. On casse l'outil qui protège tout le monde, qui est l'outil du droit. C'est non seulement pas acceptable, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis intimement convaincu que si on laisse trop d'espace médiatique à des gens qui sont dans la dénonciation du genre masculin principalement, ça va avoir l'effet exactement inverse que celui qui est recherché. Parce qu'on va créer des surtensions, des ambiances de surtension dans des couples qui n'avaient aucunement envie que leur affaire soit déballée comme ça, ou sur les médias, ou tout de suite au commissariat. Et on l'a vu, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Moi, j'aurais qu'une chose à leur dire, hein, c'est calmez-vous. Calmez-vous et prenez bien en considération qu'une période de crise, heureusement, peut être temporaire et qu'elle ne nécessite sûrement pas d'être déballée publiquement ou à un commissariat. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas protéger les femmes. Faut pas se tromper de sujet. Préserver la parole de la femme victime, c'est essentiel. Lorsqu'une femme vient déposer plainte pour une agression sexuelle ou un viol réel, il faut la protéger. Mais il faut la protéger autrement que par des déclarations télévisuelles. Il faut la protéger en ayant des lieux d'accueil, en ayant une procédure simplifiée et allégée, en ayant des moyens de neutraliser la situation. C'est très important. Très important. Et on n'a pas ça. Donc au lieu de dire que les flics ou la justice ne fait pas son boulot, il faudrait que toutes ces associations se posent la question de savoir comment on peut préserver quelqu'un qui est confronté à une situation de crise violente. Tout simplement en ayant des lieux d'accueil qui sont insuffisants. Vous avez des situations qu'il faut neutraliser. Mais cette neutralisation ne doit pas être le fait uniquement d'une plainte, entre guillemets, agressive. Je ne sais pas si je suis assez clair sur le propos. En même temps, les policiers, de ce point de vue-là, ont une responsabilité parce que souvent, on retrouve ces plaintes dans le Canard enchaîné ou sur Mediapart. Et donc, il y a des fuites. Bien sûr qu'il y a des fuites. Mais vous croyez qu'elles sont le fait des policiers ? Alors, je vais vous expliquer. On a évoqué hors enregistrement une affaire, moi, que j'ai connue de près, qui est l'affaire Abad. D'accord ? Quand j'ai pris cette plainte, c'est moi qui ai pris la plainte Abad, d'accord ? Quand j'ai pris cette plainte en 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que c'était clôturé, une fois que la dame est repartie et que la plainte a été formalisée, elle a été transmise par des voies électroniques, mail, à la fois à l'attention du parquet de Paris et à la fois de la chaîne des autorités hiérarchiques. Moi, dès lors que ça part dans ces circuits-là, tout peut arriver. Tout. Et ce n'est pas nécessairement nécessairement le fait d'un flic X ou d'un magistrat Y. En tout cas, ce n'était pas moi qui l'ai fait fuiter, mais la plainte a fuité. Et c'était qui a fait fuiter à votre avis ? J'en sais rien. C'est impossible de le savoir. Ça part dans des tuyaux qui sont... vous avez affaire à une personnalité politique. Donc il faut bien imaginer que lorsque la plainte qui concerne une personnalité politique
part dans les tuyaux de compte rendu, soit à la magistrature, soit à l'information, soit à la direction, pardon, à l'administration, on va dire, c'est transmis à plein de gens. C'est transmis à l'autorité préfectorale, par exemple. C'est transmis au parquet. C'est transmis à tous les circuits qui peuvent être intéressés, y compris à des circuits politiques. Donc la source de la fuite, elle est multiple. C'est impossible de savoir qui a fait fuiter cette plainte. Il est évident que dans la haute administration, vous avez des gens qui sont en relation avec un tel ou un tel qui est membre d'un parti politique, mais à qui on va envoyer ça, en destinataire multiple. Donc la plainte de la veille, elle se retrouve dans un nombre de circuits invraisemblables. Et c'est pas nécessairement, j'ai envie de dire, c'est surtout pas un flic qui est à l'origine de la fuite. Tout simplement parce que la plainte initiale est enregistrée avec mon nom et sous mon identifiant. Ah bah oui. Donc il faudrait être complètement dingo pour faire fuiter de notre propre initiative une plainte que vous avez prise. Mais ça part après dans de tels circuits que ça se noie. Mais on ignore ce genre de choses, vous voyez. C'est pour ça qu'on en parle. Exactement. C'est pour ça que vous êtes là. J'espère que c'est plus clair. J'espère pas m'exprimer suffisamment clair pour que les gens comprennent que les processus et les choses sont beaucoup plus complexes que ce qui y paraît. Une plainte, une procédure doit être apaisée. Je pense aux affaires notamment d'agression sexuelle ou de viol qu'on surmédiatise. Les gens qui sont concernés par ça n'ont certainement pas besoin de ça. Et je pense notamment dans l'intérêt des déclarantes. Surmédiatiser une personnalité, à part si c'est pour faire le buzz média et en retirer je ne sais trop quoi, c'est complètement contre-productif. Je vous dis, moi j'ai traité des dizaines d'affaires comme ça, des dizaines. Alors qu'une sur 10 aille en procès, moi je vous dis les yeux dans les yeux, c'est normal. Ah oui. Bien sûr. Il y a beaucoup de mythos. Il y a beaucoup de tentatives de manipulation de l'institution, oui. Oui, parce que pour des raisons de non-paiement de pension alimentaire, de garde d'enfants, puis tout simplement de règlement de compte entre deux partenaires. Faut se dire les choses. Tous les mecs ne sont pas des salauds. Je ne dis pas que tous les mecs sont des anges. Il y a des salauds, bien sûr qu'il y a des salauds. Mais vous avez aussi des femmes qui ont une appréciation de l'honnêteté morale à géométrie variable. Et donc si vous n'avez pas conscience de ça... Alors effectivement, si on veut faire plaisir à certaines, notamment... Si on va envoyer 100% des hommes devant les tribunaux, oui, vous pouvez, mais vous allez avoir 99 innocents qu'on va envoyer à la barre des accusés. C'est ça la justice? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr et je crains surtout que les 99 que vous envoyez injustement devant les tribunaux ne ressortent pas des salles d'audience avec une haine absolue. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. J'en reviens au film de Clouseau. La vérité, elle est souvent entre les deux, elle est souvent grise. Mais avant de faire le procès d'intention à la justice, à la police ou à qui que ce soit, intéressons-nous, et c'est le message que je leur fais passer, aux capacités matérielles à neutraliser ce genre de situation. Et on en reparlera, à savoir lieu d'accueil, procédure simplifiée, et arrêtons de se focaliser contre les flics ou contre la justice, parce que le problème n'est pas là. Enfin, il n'est pas seulement là, en tout cas. Jean-Pierre Colombiès, merci beaucoup. Merci à vous.